débuter l'enregistrement. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Lise Gauvin, je suis responsable du Carrefour de l'innovation et d'évaluation en santé ici au Centre de recherche du CHUM. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre événement Apprivoiser les méthodes. Et nous allons avoir une heure bien remplie avec deux présentateurs extrêmement dynamiques et intéressants. Donc, il s'agit d'une part de Jonathan Abitbol, qui est conseiller aux innovations technosociales au Centre Inventé. Et il va nous parler du centre Inventé, sa création, ses objectifs et ainsi de suite. Et nous accueillons également Isabelle Doré, qui est chercheuse régulière au Centre de recherche du CHUM et professeure adjointe à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est associée aussi à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et elle est une personne qui s'est vue octroyer un fonds dans le cadre d'un concours inventé et elle va nous parler de notre expérience. Alors, juste avant de vous céder la parole à vous, Jonathan, j'aimerais ça signaler aux gens qui viennent d'arriver que Jonathan vous invite à vous prononcer sur votre niveau d'expertise ou de familiarité par rapport à l'innovation sociale ou technosociale, si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé ou expert. Et il y a plusieurs personnes qui ont répondu jusqu'à ce moment-ci. On a plusieurs personnes qui se disent débutantes et une personne qui est intermédiaire. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole. Allez-y, Jonathan. Merci beaucoup. Je vais juste prendre 2 petites secondes pour partager mon écran. Vous devriez voir le diapo en pleine page complète, ça va? Oui, c'est très bien, oui. On voit. Très bien, Parfait. merci. Donc, juste une petite... merci de nous recevoir. Comme Mme Bourrin l'a dit, je suis Jonathan Abitbol, conseiller aux innovations technosociales au Centre d'innovation technosociale inventé de l'Université de Montréal. Je vais vous expliquer c'est quoi dans quelques petites minutes. Donc, simplement, là, bon, vous voyez là, le sondage à l'écran, si vous voulez répondre dans le chat, c'est de l'auto-évaluation, hein, ça compte pas pour des points pour quoi que ce soit. Là, la diapo change toujours, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, OK, parfait. Oui, c'est très bien. Parfait. Donc, on peut commencer pour de vrai. Simplement, les objectifs aujourd'hui, là, c'est d'abord de faire connaître les services d'Inventé. Inventé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme soutien dans vos projets? Vous sensibiliser à l'innovation technosociale responsable. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit? Présenter, il n'y a rien de plus parlant qu'un exemple concret. Donc, je vais laisser par la suite Isabelle de représenter son projet. Puis, par la suite, on pourra échanger là, avec questions, réponses, commentaires, un peu voir si vous avez des besoins particuliers en termes de soutien à l'innovation sociale, technosociale, puis comment est-ce qu'on peut vous soutenir dans cela. Donc, inventer... juste fermer ça parce que là, j'ai de la difficulté à voir. Et voilà, Inventer, c'est le Centre d'innovation technosociale de l'Université de Montréal. On a été lancé en novembre 2019. Donc, ça fait tout juste 2 ans qu'on existe. On a passé une bonne partie de notre enfance, de notre temps d'enfance en mode pandémique. C'est ça, mais on est rattaché en fait au Bureau de la recherche, développement et valorisation de l'Université de Montréal. Puis, on œuvre en complémentarité avec les services qui sont offerts en soutien à la recherche, donc les services au niveau des contrats, subventions, valorisation, ainsi de suite. Mais notre travail à nous, c'est de créer, de valoriser, de soutenir la création et la valorisation des projets technosociaux innovants, responsables, en connectant les expertises. C'est un service qui est offert aux chercheurs, aux étudiants-chercheurs et à leurs partenaires. Et cela à toutes les étapes de leur projet. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ou en quoi comment ça s'articule tout ça? On a 3 axes de soutien. Le premier, c'est le dialogue, donc de soutenir le dialogue entre les usagers, les partenaires, les décideurs autour de leur projet. C'est-à-dire rassembler les bonnes personnes pour vous soutenir dans l'élaboration, le développement, l'évaluation de vos projets.
puis s'assurer en fait que les bonnes perspectives, les bonnes expertises sont autour de la table, mais c'est beaucoup centré aussi sur l'inclusion de vos milieux preneurs, des milieux utilisateurs, des innovations qui sont développées. Deuxième axe, c'est la co-création. Donc, ça fait suite au dialogue. Donc, au niveau du dialogue, on identifie ensemble les enjeux, on identifie ensemble les solutions potentielles. Puis, nous, on est là également pour vous soutenir tout au long du processus de votre projet pour ce qui est du processus de co-création, c'est-à-dire de construire, de définir, d'élaborer, de construire conjointement, tout le monde ensemble, ces innovations sociales ou technosociales-là. Et notre troisième axe, c'est l'axe de la responsabilité qui fait suite là, aux travaux qui ont eu lieu à l'Université de Montréal autour, par exemple, du développement responsable de l'intelligence artificielle, de la Déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'intelligence artificielle. Je vais en parler vers la fin de ma présentation, inventer et chargé donc de la communication de cette déclaration-là. Puis on soutient également l'implantation ou l'utilisation, l'intégration des principes de la déclaration, excusez-moi, dans les projets en tant que tels. Donc, ce qui nous emmène au bout de la ligne à considérer les impacts des projets, la responsabilité de ces projets-là dès leur conception. L'innovation technosociale, c'est quoi? L'innovation sociale, c'est quoi? Ça, c'est la définition qu'on utilise chez nous, chez Inventé, qui est inspirée de ce qui se fait déjà, par exemple, du côté du Réseau québécois en innovation sociale, le RQIS. Donc, d'abord, pour savoir l'innovation technosociale, pour nous, l'aspect technologique est un moyen, en fait, pour faire de l'innovation sociale, qui est en fait si je peux dire d'une autre façon, c'est d'arrimer en fait les développements technologiques avec le mieux-être des collectivités. L'innovation sociale, c'est d'identifier les besoins et les enjeux avec les parties prenantes, d'identifier avec eux les solutions, le projet en tant que tel à développer. L'aspect innovant, évidemment, c'est de sortir des pratiques courantes, c'est d'innover, c'est de faire nouveau, créer de la nouveauté. Mais c'est surtout ça, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas de la technologie à tout prix, mais que cette technologie-là apporte un bénéfice au mieux-être des collectivités. C'est vraiment de la techno pour le social et non de la techno à tout prix. Au niveau du processus, donc, il y a la co-création qui est vraiment au cœur de ce processus-là. Donc, on vous aide à faciliter, à faire en sorte que vos parties prenantes sont impliquées tout au long de ce processus-là. On fait appel à une diversité de connaissances, en fait. Chacun a des perspectives, des expériences qui sont différentes. C'est en rassemblant tous les gens autour de la table, justement, qu'on arrive à bien identifier les enjeux, à identifier une solution qui est pertinente par rapport à ces enjeux-là, puis d'en accroître au bout de la ligne l'appropriation des solutions qui sont mises de l'avant, puisqu'elles sont pertinentes par rapport aux besoins des milieux, parce que les milieux y ont participé au processus de co-création dès le départ. Puis, au niveau des résultats, qui est la dernière colonne à droite, donc, c'est de favoriser la portée transformatrice des innovations, c'est de soutenir également les projets dans la mesure d'impact, c'est de renforcer les capacités des milieux, puis c'est également, selon les différentes étapes du projet, on peut partir d'un prototype, on peut travailler sur un projet pilote, mais éventuellement, on peut également soutenir le changement d'échelle, la mise à l'échelle, qu'on dit aussi, pour accroître les bénéfices sociaux au-delà, par exemple, d'un groupe ciblé qui serait identifié au départ lors d'une phase plus prototypage. La co-création, l'innovation technosociale, je vais poursuivre sur la co-création. Donc, je vous présente
ici, quelques images, là, c'est des exercices d'engagement. En fait, c'est différentes formes d'engagement du public dans des processus. Là, c'est simplement pour mettre les choses un peu en perspective. On a à gauche, en haut, là, des séances plus d'information, ensuite à droite, plus des séances de consultation. Puis, en bas, à gauche, on a des exercices de délibération, de co-création, et la même chose à droite. Donc, c'est pour montrer en fait qu'il y a différents types d'engagement des parties prenantes dans les projets. Il y en a qui favorisent un engagement plus élevé que d'autres, justement du fait qu'on interpelle les milieux, on les soutient pour qu'ils puissent prendre part au projet dès le départ afin, comme je l'ai dit, d'identifier les enjeux, d'identifier les objectifs, puis de travailler ensemble au niveau du développement du projet par la suite. Je présente ici une définition de la co-création qui, en fait, met l'accent d'abord sur le fait que la co-création, c'est un processus volontaire dans le sens où toutes les parties prenantes y prennent part de manière volontaire, mais qui est également formalisé. C'est-à-dire, il y a des méthodes, ça fait appel à une méthodologie, c'est formalisé, c'est pas nécessairement tout et n'importe quoi. C'est au travers ce processus formel-là, cette structure-là qu'on réussit en fait à faire la co-création. Parce que parfois, ça peut sembler un peu, ça peut nous amener à poser certains freins du fait qu'on regarde ça et on se dit, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour intégrer justement toutes ces parties prenantes-là au projet, emmener tout le monde à travailler ensemble. Mais en fait, il y a des méthodologies qui existent, il y a des approches, puis c'est en se basant justement sur ces méthodologies-là, sur ces approches-là qu'on réussit à faire travailler tout le monde ensemble. Donc, toutes ces personnes-là s'entendent, comme je l'ai dit, sur une définition de la réalité, une représentation, un diagnostic de la situation problématique, des enjeux, et sur une façon de faire, donc la solution à ces enjeux-là. Ces deux aspects-là, puis surtout l'aspect de définition de réalité, c'est très important de le faire au départ parce que justement, on n'a pas tous la même définition de la réalité selon l'enjeu qui est discuté. Donc, c'est important de prendre ce moment-là pour échanger, comprendre la perspective des autres, puis identifier des solutions potentielles une fois qu'on s'est tous écoutés. Ensuite, ben, la visée, l'intention de ce processus, c'est de définir, d'élaborer, de construire un projet, de faire quelque chose ensemble. Et j'ai un peu dit sans le nommer, mais la co-construction traduit ou suppose un certain compromis entre les différentes parties prenantes, les différents acteurs qui s'entendent et qui se reconnaissent sur justement ces enjeux, la solution qui doit être développée. Donc, les caractéristiques de la co-création et de l'innovation technosociale, ben c'est surtout les parties prenantes sont au cœur de la démarche, de l'idée à la mise en œuvre. C'est pas nécessairement porté par une seule personne ou un seul groupe, c'est vraiment de mettre en place les processus qui nous permettent d'avancer tous ensemble. C'est un processus qui embrasse la différence, qui est caractérisé par la pluridisciplinarité des approches participatives. Ça exige une certaine forme d'expérimentation et de prise de risque. On ne peut peut-être pas avancer aussi rapidement que si on le faisait de manière individuelle, mais les bénéfices au bout de la ligne, en termes d'appropriation des outils, en termes de reconnaissance de chacun dans les outils qui sont développés, et apporte quand même un bon lot de bénéfices qui en vaut la chandelle, en fait.
Ça met au défi nos zones de confort, c'est certain. Ça confronte peut-être certains a priori qu'on peut avoir, certaines notions, certaines idées qu'on peut avoir sur un enjeu ou sur le type de solution qui devrait être mis de l'avant. Et ça l'intègre également les notions d'équité, de diversité et d'inclusion. Des implications des parties prenantes, donc je les présente ici, c'est des exemples, évidemment, ça dépend à chaque fois du projet en tant que tel, mais on peut penser inclure, par exemple, les individus, les communautés, les organismes communautaires qui représentent ces individus, ces communautés-là, les associations, des intervenants et des milieux pratiques, quand on pense, par exemple, au domaine de la santé. Également, le secteur privé qui peut apporter des solutions, aider au niveau du développement ou même s'approprier certains outils en donnant milieu utilisateur pour ces outils-là. Les organismes philanthropiques qui peuvent soutenir la démarche, avoir un intérêt à soutenir la démarche, qui peuvent en faciliter la diffusion, ainsi de suite. Les décideurs, les universitaires, évidemment, qui, pour nous, j'ai inventé en fait l'aspect d'appuyer les innovations sur la recherche, sur les données probantes est vraiment central à tout ce qu'on fait. Petite bande dessinée ici, caricature pour un peu démontrer l'aspect de différentes perceptions qu'on peut avoir autour d'un enjeu, d'une problématique, ce que j'ai mentionné juste avant. Donc, tout le monde a les yeux bandés, tout le monde touche le même éléphant, mais chacun pense que c'est quelque chose de complètement différent par rapport à l'autre. Et c'est un peu ça, en fait, qu'on essaie de venir désamorcer ou de faciliter justement cette compréhension mutuelle au travers de la co-création. Ici, on a le processus d'innovation sociale, technosociale d'inventer. Donc, en fait, je vous le présente, puis je vais le décortiquer rapidement au niveau des éléments qui sont là. Donc, porteur notre soutien, en fait, est orienté vers les porteurs des projets, les chercheurs, les étudiants-chercheurs et leurs partenaires. Les éléments, là, si on commence, si on débute par l'idéation, le dialogue et le maillage, tout en bas, c'est vraiment le début, en fait, du processus de co-création. Donc, au niveau de l'idéation, on veut identifier collectivement les enjeux, les problématiques à adresser. On veut également creuser la thématique afin de mieux la comprendre. Donc, c'est des processus qui se déroulent de façon assez itérative. Donc, on peut, en fait, créer un certain dialogue, un certain maillage pour faire intervenir, réunir des acteurs clés intéressés, disponibles pour entreprendre ce processus collectif-là. Ensuite, on entreprend une démarche d'idéation avec eux pour identifier les enjeux, les problématiques. Ensemble, on peut également, à ce moment-là, identifier que peut-être qu'il nous manque des personnes autour de la table qu'on veut, qu'on a identifiées et qu'on veut emmener dans une deuxième itération, par exemple, pour à nouveau identifier les enjeux, les problématiques à adresser. Excusez-moi, j'ai fâché le bouton. Ensuite, on se déplace vers l'aspect de planification. Donc, une fois qu'on a identifié les enjeux, la solution à mettre de l'avant, c'est le temps d'identifier, de développer le plan de travail. En fait, les objectifs, les moyens, les étapes de réalisation qu'on veut réaliser. C'est le temps également de définir les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes. Qui va faire quoi, qui apporte quelle expertise. C'est également le moment d'entreprendre une recherche de financement pour soutenir la prochaine étape du projet. Puis c'est ça.
Excusez-moi, j'ai vraiment de la difficulté avec ma souris. Ensuite, au niveau de la recherche-création, développement, c'est d'entreprendre les travaux de recherche qui vont venir appuyer le projet d'innovation par des données probantes, ce que je mentionnais tout à l'heure. Ensuite, c'est de co-développer de manière itérative le projet. On peut d'abord, comme je l'ai mentionné, miser sur un projet pilote, un prototype qu'on peut ensuite tester, puis y revenir pour le développer davantage. Pour qu'il puisse être validé par les différentes parties prenantes qui vont utiliser l'innovation. Puis, au bout de la ligne, c'est ça, formaliser le développement de cette innovation-là. Au niveau de l'appropriation, de la mobilisation, de la valorisation, on peut, c'est le moment en fait de mettre en œuvre les innovations développées, d'assurer sa pérennisation, en les ancrant, par exemple, en identifiant s'il y a une structure organisationnelle existante ou nouvelle qui pourra soutenir la diffusion, le fonctionnement, la vie, en fait, de l'innovation. Puis, c'est également à ce niveau-là qu'on peut identifier peut-être des nouveaux acteurs dans le projet qui pourront se joindre au processus afin de par exemple, changer d'échelle, amener le projet à grandir qu'on fait. Il y a également tout l'aspect de la mesure des impacts qui est importante, d'évaluer ce qu'on fait de manière continue, d'identifier les retombées, de mesurer les effets, les impacts du projet de manière à être en amélioration continue au niveau de l'innovation, puis pouvoir entrevoir des enjeux au niveau de la responsabilité, par exemple, qu'il faudrait améliorer ou adresser dans une autre phase du projet. Tous ces éléments-là, c'est des étapes pour lesquelles Inventer peut apporter du soutien. Donc, je vais passer à la prochaine diapo, puis également, je partagerai là, les moyens de communiquer avec nous. Donc, pourquoi la co-création? Susciter l'engagement des milieux. Si le milieu est impliqué dès le départ, se reconnaît dans le projet, se reconnaît comme partie prenante, comme ayant développé le projet, ça facilite ça accroît en fait la pertinence de cette innovation-là par rapport à ses besoins. Donc, il va se sentir engagé, il va vouloir utiliser cette innovation-là. Briser les silos également, donc apprendre à se connaître, apprendre à comprendre les différents enjeux vécus par les milieux preneurs, puis développer, encore une fois, une innovation qui est appropriée. Faciliter l'implantation, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à l'engagement. Garantir l'appropriation, encore une fois, assurer la pertinence de la solution au-delà des besoins des milieux. Je fais un petit pas de recul au niveau des financements qui sont disponibles pour soutenir la co-création, l'innovation sociale. Ça, c'est des exemples de ce qui existe présentement au Québec, au Canada, pour soutenir les projets. Donc, un des plus importants, en fait, c'est celui du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui paraît là, une fois par année, qui est l'appel à projet en innovation sociale. C'est lors de la dernière chose du concours, c'était 300 000 $ qui étaient disponibles sur 3 ans, si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Il y a également d'autres programmes qui existent au niveau des FRQ, au niveau du CRSH, les programmes en développement de partenariat, ainsi de suite, qui existent quand même depuis un certain moment. Un peu moins connu, plus dans le secteur de l'éducation, en fait soutenu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, c'est celui le programme de service aux collectivités,
Puis, à l'Université de Montréal, il y a des fonds internes qui existent au niveau de la mobilisation de connaissances, au niveau des projets en partenariat et également notre appel à projet chez Inventé, qui est le programme de soutien aux projets technosociaux innovants, qui paraît deux fois par année, qui a pour objectif, en fait, de soutenir les nouvelles initiatives, les nouveaux projets d'innovation technosociale à faire financer par la suite via des programmes plus importants comme ceux que j'ai présentés dans la diapositive précédente. Donc, c'est vraiment un financement de départ pour lancer des initiatives, pour, comme vous voyez au niveau des objectifs, faciliter la création d'équipes intersectorielles, interfacultaires, pour soutenir la co-création avec les partenaires non universitaires. Et une fois que vous avez constitué votre équipe projet, vous avez identifié les premières étapes là, de ce qu'on voyait dans le processus d'innovation que je vous ai présenté tout à l'heure, au niveau de l'idéation, au niveau du dialogue, du maillage, ça vous permet en fait de lancer, d'arriver à l'étape de planification, de préparer une demande de financement plus importante, puis par exemple d'embaucher quelqu'un qui pourra vous soutenir au niveau de la préparation de cette demande-là que vous pourrez faire par la suite. Donc, c'est vraiment pour constituer les équipes, identifier les objectifs de départ, l'idée du projet, puis préparer des demandes de financement. Depuis notre lancement en 2019, on a financé 16 projets pour une contribution d'un peu plus de 150 000 $. L'écosystème d'innovation sociale au Québec, c'est pas juste inventé, c'est entre autres il y a le Réseau québécois d'innovation sociale, il y a des réseaux également au niveau pan-canadien. Il y a les OIS que vous voyez là, Humanovis, c'est très petit, c'est des organismes d'intermédiation d'innovation sociale qui peuvent également apporter du soutien dans les projets. La Maison d'innovation sociale, les différentes fondations, les universités ont des unités qui soutiennent tout ce travail-là. Il y a également Axelis qui vient à peine d'être lancé au Québec, là, qui également apporte un soutien au niveau de l'innovation sociale. Donc, c'est pour dire qu'on ne travaille pas en vase clos, on travaille également avec tous ces gens-là pour vous aider en fait à identifier les meilleurs soutiens, le meilleur soutien qui est disponible dans votre projet selon vos besoins. La Déclaration de Montréal en y est responsable. Je vais commencer à accélérer, je ne vais pas regarder là. Je vais accélérer immédiatement. La Déclaration de Montréal, les 10 principes de la Déclaration, c'est des principes qui ont été co-développés avec plus de 500 citoyens, organismes qui ont participé en 2018 là, aux différents forums qui avaient été mis en place pour développer cette déclaration-là. Donc, les objectifs, c'était d'identifier les enjeux éthiques dans les différents secteurs et de proposer justement des recommandations, les principes pour la communauté en intelligence artificielle pour soutenir justement ce développement responsable de l'intelligence artificielle. Inventé donc est là pour assurer la promotion de la déclaration, tout ce qui est en lien avec la communication autour de la déclaration, d'intégrer, soutenir, comme je l'ai dit au départ, d'intégrer le développement responsable dans les projets et également de soutenir le développement d'outils afin d'opérationnaliser ces principes-là justement pour les intégrer dans les projets. Ça, il y a différents exemples qui existent, ont été impliqués à différents niveaux, là, entre autres avec les équipes d'Algorolab, d'Infierie à l'Université de Montréal. Il y a également une équipe au CHUM qui travaille sur un questionnaire, sur un outil en fait d'auto-évaluation des projets par rapport au principe de la déclaration qui paraîtra super. Donc, tout ça, en fait, soutient là,
l'application de ces principes-là de manière concrète dans les projets. Donc, elle existe dans 9 langues, plus de 2000 personnes l'ont signé déjà, presque 200 organisations. Les références, les outils qui existent, qui sont disponibles, je les ai ici. La présentation sera partagée après la rencontre, après le webinaire. Il y a également, là, on travaille là, pour vous le sachiez, on travaille chez Inventé au développement d'une boîte à outils qui sera accessible là, sur notre site web pour que vous puissiez aller repérer, identifier soit des sources bibliographiques, soit des outils, ainsi de suite, qui existent, qui pourront vous soutenir dans le travail au niveau de vos projets. Nous, on est là pour répondre à vos questions, pour vous soutenir dans vos projets au niveau de l'innovation sociale, selon les axes que je vous ai présentés. On ne soutient pas seulement les projets qu'on finance, on soutient les projets également qui ne vont pas nécessairement demander ou appliquer pour du financement au niveau de notre programme interne. Puis même si vous appliquez venez appliquer pour des programmes de financement d'Inventé et que par malchance, vous ne receviez pas ce financement-là, on serait quand même là pour vous soutenir dans vos projets. Donc là-dessus, je pense que j'ai assez parlé. Questions, commentaires, je vais laisser ça de côté. Puis on va y revenir à la toute fin. Je vais laisser Isabelle tout de suite prendre la parole, présenter le projet. Merci beaucoup. À toi la parole, Isabelle. Merci beaucoup, Jonathan. Merci aussi, Lise. Juste un instant, je vais juste... Est-ce que vous voyez bien la présentation? Très bien. Oui. Super. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est moi qui ai écrit dans le chat au départ. J'espère migrer tranquillement vers un niveau intermédiaire. Ceci étant, l'innovation sociale, l'innovation technosociale, plus j'expérimente à travers ce projet-là, plus j'ai de contact avec l'équipe d'Inventé, plus j'ai l'impression de démystifier ce que c'est à vivre le processus. Ceci étant, je pense que c'est un processus puis qu'on ne devient pas expert en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un aperçu très rapide de ce que nous, on a pu faire avec la petite subvention qu'on a reçue d'Inventé au printemps dernier et qui se termine en décembre, donc le mois prochain, et pour lequel on est vraiment, on a l'impression que cette subvention-là nous a vraiment donné un tremplin pour développer quelque chose de complètement nouveau. L'expérience a été exceptionnelle jusqu'à maintenant, donc on veut vraiment poursuivre. Puis Inventé nous a accompagnés dès le départ et continue de nous accompagner. Donc, l'idée, c'est de vous donner un bref aperçu de ce qu'on a fait, de où on en est, de la relation qu'on a développée avec Inventé puis du soutien qu'on a obtenu. Donc, bien évidemment, en 10 minutes, là, je ne pourrais pas vous donner beaucoup de détails, mais ça me fera bien plaisir de répondre à vos questions, soit à la fin ou éventuellement dans les échanges qu'on pourra avoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, on a reçu une subvention de la part d'Inventé pour un projet très spécifique qu'on a nommé Interactif et informé, qui visait à développer une communauté virtuelle dans le contexte d'un programme de préadaptation multimodale pour les patients en cancer. Donc, rapidement, juste vous dire le contexte et les opportunités en fait qui se sont offertes à nous dans le cadre de cette subvention-là qu'on a déposée et qu'on a obtenue. Au sein de mon équipe de recherche, on travaille beaucoup au développement et à l'implantation de programmes en activité physique qui visent à optimiser la santé à la fois physique mais aussi mentale de différentes populations, dans le cas qui nous intéresse ici, des patients en oncologie au CHUM. Donc, on le sait dans le contexte de la pandémie, beaucoup de services de soins ont été transférés au mode virtuel, donc offerts à distance, et la Fondation Virage, qui est la fondation au CHUM, qui offre les programmes de kinésiologie, donc les programmes d'activité physique en oncologie. Est-ce que j'ai gelé ou vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? OK, excusez-moi, j'ai beaucoup de problèmes. On t'entend très bien. Il n'y a pas de problème. Désolée, n'hésitez pas à me le dire s'il arrive quoi que ce soit. Donc, la Fondation Virage au CHUM, depuis 2013, offre des programmes d'activité physique pendant et post-traitement pour le cancer. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille en collaboration. Et dans le contexte très spécifique de la pandémie, Virage a obtenu au début de l'année 2020, donc dans les semaines qui ont suivi la pandémie, ils ont rapidement adapté leur service d'activité physique au mode virtuel, ce qui leur a valu en fait le prix de la direction de la cancérologie du programme québécois de cancérologie au Québec pour avoir réussi très rapidement, en l'espace de quelques semaines, à adapter tous leurs services au format virtuel.
Donc, à ce contexte-là, à la fois favorable, mais rempli d'enjeux, s'ajoute l'arrivée au sein de mon équipe d'une toute nouvelle étudiante qui est Alexia Piché, que vous voyez sur la photo à gauche, qui souhaitait développer un tout nouveau programme de préadaptation en activité physique, mais qui comportait également des volets multimodaux, donc qui intègrent à la fois des des volets éducatifs sur la nutrition, le soutien psychosocial, le sommeil, et différents autres éléments qui sont reconnus comme étant favorables pour optimiser la condition physique et psychologique des patients. Donc, en préadaptation, on vise vraiment à cibler la période dès le moment du diagnostic de cancer et avant le début des traitements pour optimiser la santé physique et psychologique des patients, puis aussi essayer d'intervenir pour réduire le stress, l'anxiété qui sont associés à la venue des traitements qui vont débuter sous peu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser le patient pour qu'il passe de manière beaucoup plus favorable à travers la période de traitement et qu'il puisse retrouver une autonomie puis retourner à ses activités de la vie quotidienne le plus rapidement possible. Donc, tout ce contexte-là se présente et parallèlement à tout ça, nous qui travaillons dans différents projets en étroite collaboration avec Virage et avec les kinésiologues de la Fondation Virage, on échange et on apprend rapidement que leurs programmes qui sont en virtuel à ce moment-là, les patients demandent très régulièrement de pouvoir ouvrir le Zoom une demi-heure avant le début de la session d'activité physique, puis de le conserver peut-être ouvert un 20 minutes, 25 minutes pour que les patients puissent échanger entre eux. Donc, ça se fait de manière assez informelle entre nous et la Fondation Virage. On a ces échanges-là et ça nous donne l'idée de dire, mais pourquoi on n'essaierait pas de répondre à ce besoin-là des patients, puis aussi de Virage, en fait, parce qu'ils n'ont pas nécessairement toujours la disponibilité de pouvoir ouvrir justement le Zoom avant et après. Pourquoi on n'essaierait pas de développer un projet qu'on imagine être une communauté virtuelle qui permet aux patients d'échanger entre eux un soutien informationnel par rapport à ce qui s'en vient, par rapport au traitement, puis à travers les différentes interventions qu'on leur propose, mais aussi, mais beaucoup, un soutien social pour favoriser la cohésion sociale, le sentiment d'appartenance entre différents patients qui participeraient à ce programme de préadaptation en activité physique, qui comporte, comme on l'a dit, d'autres volets, nutrition, soutien psychosocial. Donc, on est arrivé avec cette idée-là et la particularité pour nous qui sommes chercheurs des programmes inventés, c'est qu'on arrive avec un contexte, on arrive avec une problématique et on n'a pas la solution. Et ça, je pense que c'est assez particulier parce qu'on rédige une demande de subvention de manière complètement différente. L'objectif, c'est justement de dire, dans le cadre d'un programme ici d'innovation technosociale, c'est de dire, on a identifié ce que l'on pense être un contexte où on a à la fois des enjeux mais des opportunités et on veut co-créer, co-développer et co-construire une solution, mais cette solution-là, on ne peut pas vous la présenter parce qu'on ne la connaît pas encore et la subvention va justement nous permettre de la développer avec les parties prenantes. Donc, c'est ce qu'on a proposé, c'est ce qui a été financé et ce qui nous a permis de créer tout d'abord, ce qui est la première étape en fait de notre projet, de développer un comité de co-création qui est composé de 3 chercheurs. Donc, vous avez Chantal Bemer, Marie-Pascale Paumé et moi-même, qui sommes toutes professeurs à l'Université de Montréal et chercheurs au Centre de recherche du CHUM. Et également avec 3 patients partenaires, donc Geneviève Gué, Philomena et Richard Bilodeau. Et à l'intérieur de ce comité de co-création, on a également Alexia Piché, qui est l'étudiante qui a développé le programme de préadaptation, et Isabelle Brisson, qui est notre contact privilégié à la Fondation Virage, qui est également kinésiologue, qui est celle qui a développé les programmes. Il y a également Véronique Dubé, puis je vais y revenir à Véronique, comment elle s'est jointe à ce comité de co-création-là, qui est une chercheure au CHUM, qui a son bureau pas très loin de moi, mais que je connaissais à peu près pas, et qui m'a été chaudement recommandée et dont les contacts ont été établis via Inventé, en fait, qui connaissait Véronique et qui était quelqu'un qui avait déjà fait l'expérience d'une innovation technosociale dans le cadre d'un de ses projets. Donc, rapidement, pour vous donner une idée du processus, je vous ai remis ici le processus d'innovation puis le modèle d'Inventé. On se situait beaucoup au départ au niveau du dialogue, du maillage puis de l'idéation. Donc, on a formé notre comité de co-création, comme vous avez vu, qui était composé de représentants du milieu preneur, de chercheurs et de patients partenaires. Et on s'est réunis tout d'abord entre nous pour jeter des idées, échanger, mais surtout créer un espèce de sentiment d'appartenance autour de ce comité de co-création. Et on pense que c'est quelque chose qui a été excessivement favorable. Puis je vais y revenir à la toute fin de la présentation quand je vais vous parler des ingrédients à succès.
Donc, on a fait une ou deux rencontres qui étaient davantage pour apprendre à se connaître. Et par la suite, on a clairement co-défini et co-identifié les objectifs de cette communauté virtuelle-là. Donc, on a bien précisé que notre objectif premier était le soutien par les pairs et c'est beaucoup venu des patients partenaires à l'intérieur du projet. L'important de se soutenir, d'être avec des gens qui sont exactement au même moment de la maladie dans le continuum du cancer, donc dès le niveau du diagnostic. De pouvoir favoriser les échanges entre les participants à l'intérieur du groupe, mais de manière privée aussi, puis également d'avoir un soutien au niveau des professionnels de la santé et d'avoir accès de manière pérenne à l'information. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de tous les modèles, de tous les volets éducatifs, notamment nutrition, soutien psychosocial. Ces informations-là étaient données de manière synchrone à l'intérieur des Zooms par les kinésiologues de la Fondation Virage ou par des experts qu'on a identifiés au CHUM, des collègues, des gens en nutrition, des étudiants en nutrition, des psychologues en oncologie au CHUM qui venaient donner des portions de ces capsules d'information, ces capsules éducatives en mode synchrone. Ceci étant, si un patient était absent lors de cette séance-là, ou des fois on n'a pas toujours la disponibilité là, pour tout absorber l'information, l'information n'était plus nécessairement disponible. Donc, l'idée de la communauté virtuelle, c'était de rendre cette information-là accessible en tout temps. Donc, on a commencé à réfléchir tous ensemble à ces différentes modalités-là, identifier ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et là, tout était possible et tout était sur la table. Donc, on a passé toutes les possibilités, que ce soit une page Facebook, privée, non privée. Et là, on a vraiment identifié, on a fait la liste de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et suite à ça, on est arrivé avec une idée assez claire des éléments, des composantes d'une communauté virtuelle qu'on souhaitait, avec des idées aussi de ce qu'on ne voulait pas. Et suite au conseil de nos collègues d'Inventer, on s'est rendu compte que communiquer avec le Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal était probablement une des meilleures solutions. Donc, on a rencontré un comité au CPU et on leur a exposé notre liste de souhaits un peu et notre liste de choses à éviter. Et ils nous ont aidés à identifier la solution technopédagogique ensemble pour tenter d'essayer de développer une communauté virtuelle qui réponde à nos besoins qui avaient été clairement identifiés auparavant. La dernière flèche, je vous dirais, là, celle qui est en bleu plus foncé, c'est là où on se situe en ce moment. On est vraiment au moment de commencer à amorcer l'implantation de cette fameuse stratégie technopédagogique. Donc, je ne pourrais pas vous en parler très longtemps. Je vous présente juste cette image-ci. Le choix qu'on a fait, c'est de se rabattre sur Studium FC, donc qui est la plateforme de formation continue de Studium, qui est accessible gratuitement aux professeurs et aux chercheurs de l'Université de Montréal et qui comporte des fonctionnalités super intéressantes. Donc, on a obtenu le soutien du Centre de pédagogie universitaire pour avoir accès à la plateforme, mais aussi un soutien au niveau de la création. Donc, pendant une période de 6 à 8 semaines, mon étudiante Alexia avait tous les lundis matins des rencontres avec le CPU pour l'aider puis la soutenir dans le développement de cette communauté virtuelle. Donc, vous avez une page très simple qui sera accessible uniquement aux participants des programmes de préadaptation à Virage, où toute l'information va se retrouver et à l'intérieur des différents modules d'information, il y a actuellement la présentation PowerPoint, des vidéos sont actuellement en développement en collaboration avec le service des communications du CHUM. Il y a un forum de discussion où les participants peuvent échanger sur un thème bien précis qui va avoir une modération par soit un kinésiologue, soit quelqu'un par exemple, qui est un spécialiste en nutrition ou en soutien psychologique pour pouvoir intervenir puis soutenir les patients à travers ce processus-là. Donc, je voulais vraiment vous donner une idée très rapide de ce que ça pouvait avoir l'air. Puis maintenant, je pense que le plus important, c'est peut-être de vous mentionner ce qui est, à mon avis ou à notre avis, les ingrédients à succès de ce processus-là. Donc, tout d'abord, au niveau du contexte, je pense que Jonathan a mentionné l'importance du contexte de pluridisciplinarité ou interdisciplinarité. Donc, on s'est retrouvés autour d'une même table. Des experts, des chercheurs qui étaient issus de différentes disciplines. Donc, c'est très certainement une force. La plus grande force, je pense, ça a été de développer un comité de co-création où on avait un équilibre tant au niveau des professionnels, donc de nos kinésiologues, des chercheurs puis des patients partenaires. Puis quand je parle d'équilibre, je parle d'équilibre même en termes de nombre. On a aussi eu l'opportunité d'avoir des gens qui avaient déjà créé un dialogue entre eux. Donc, les patients étaient des gens qui connaissaient très bien la Fondation Virage pour avoir déjà utilisé leurs services. Donc, il y avait une proximité puis une facilité du dialogue entre les parties prenantes qui a vraiment facilité le processus de co-création et de co-construction.
on est arrivé très clairement avec des objectifs, je vous dirais, très clairs et qui énonçaient très clairement qu'on ne savait pas spécifiquement ce qu'on voulait. Donc, je pense que cette ouverture-là de la part de l'équipe de recherche a été très favorable au processus de co-création parce qu'on est arrivé avec à peu près aucun a priori et aussi une très grande reconnaissance de notre ignorance de ce qu'on voulait développer et qu'on devait être alimenté par ce comité de co-création-là. Une reconnaissance aussi de l'importance de la complémentarité des savoirs à la fois expérientiels, scientifiques et organisationnels. Donc, notre milieu preneur, qui était la Fondation Virage, arrivait avec ses contraintes. Les patients arrivaient avec des besoins, des expériences, des désirs. Du côté scientifique, il y avait vraiment tous des aspects des données probantes, ce qu'on sait par rapport tant aux informations à fournir, mais aussi au soutien, puis à l'importance de la cohésion à créer au sein de ce type de communauté virtuelle-là aussi. Je pense qu'on est tous arrivés aussi avec une posture très favorable au désir d'apprendre. Et ça, c'était vrai tant au niveau des chercheurs, des patients partenaires, du milieu preneur. Donc, une volonté à la fois de contribuer, mais aussi beaucoup d'écouter et d'être influencé, ce qui, je pense, a été très favorable au processus de co-construction. Ensuite, je pense que le format des rencontres était très favorable. On a commencé par avoir des rencontres juste les chercheurs entre eux. Ensuite, on a eu des rencontres uniquement moi, la kinésiologue et les patients partenaires qui se connaissaient déjà. Et je pense que ça a eu la force de créer une proximité, une complicité même, qui a fait en sorte qu'une fois arrivé en grand groupe, tout le monde était vraiment très à l'aise de prendre sa place et d'échanger. Pour ma part, c'était la première fois que je faisais ce processus-là, mais j'avais envie d'apprendre à connaître les patients partenaires avant donc, de se lancer tout le monde en grande réunion à 10-12 personnes. Et je pense que ça a été excessivement favorable. Ça a permis à tout le monde d'être très à l'aise de prendre toute la place qui lui revient. Donc, en terminant, je voulais juste vous dire, dans tout ce processus-là, j'ai découvert tout le soutien qui pouvait nous offrir notamment l'innovation sociale. Je vous dirais que je suis vraiment encore dans une phase d'apprentissage. Plus ça va, plus j'écoute Jonathan et Geneviève avec qui j'ai beaucoup collaboré, plus j'en apprends. Et ça a été très précieux. Leur soutien a été très précieux au niveau du réseautage et de la mise en relation. Donc, je vous disais que Véronique Dubé est située à quelques bureaux de moi au CHUM. On ne se connaissait pas du tout et c'est des gens d'Inventer qui connaissaient Véronique à travers d'autres projets, qui m'ont suggéré de communiquer avec elle. C'est Inventé qui nous a suggéré aussi de communiquer avec le Centre de pédagogie universitaire, qui a facilité les contacts, ce qui a été excessivement favorable. En termes de soutien financier, je vous ai dit, Inventé, c'est un beau tremplin. Ça a été, je pense qu'on a fait énormément avec un tout petit soutien là, de 10 000 $. Et ce qui est super intéressant, c'est que Geneviève, à Inventer, qui était un peu notre conseillère privilégiée ou notre contact privilégié à Inventer, continue de nous soutenir et de régulièrement nous écrire pour nous offrir puis nous mettre au courant des opportunités de financement très spécifiques qui sortent des canaux un peu plus réguliers des opportunités de financement qu'on connaît à titre de chercheur. Donc, ils nous ont accompagnés dès le départ. Ils continuent à nous accompagner actuellement et je pense que ce sont différents éléments très favorables à la réalisation de ce projet-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en quelques minutes, donc en un petit 15 minutes. J'espère que c'est des éléments, en tout cas, qui vous donnent un petit côté peut-être plus tangible de ce qu'on peut faire avec une petite subvention inventée, puisque nous, on a pu réaliser dans le cadre de ce projet-là. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Jonathan. Nous comprenons maintenant beaucoup mieux ce que c'est inventer, la vision qui est sous-jacente. Et merci, Isabelle, pour avoir partagé avec grand enthousiasme et énergie le beau succès de ce projet-là. Et on a hâte d'entendre les suites. Il nous reste environ une dizaine de minutes. Nous ne sommes pas si nombreux en ligne, donc celles et ceux qui auraient des questions, que ce soit pour Isabelle ou pour Jonathan, je vous invite à lever la main. Si vous avez une certaine petite gêne, n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation. C'est une possibilité aussi. Alors, à vous la parole. Je vais vous laisser. On a déjà une question de Mme Chouanière. Alors, Manon, à toi la parole. Ma première question. Merci beaucoup pour cette présentation. J'imagine que vous allez vouloir mesurer l'impact de l'intervention que vous allez faire. Je suis curieuse de savoir comment vous allez mesurer et en quelque part, quelles vont être vos mesures d'avant et d'après.
Oui, merci beaucoup Manon pour la question. En fait, oui, et ce sera l'objet du prochain projet, en fait, qui va suivre probablement ce projet-ci. Dans le cas de la subvention inventée, on a vraiment co-réfléchi, co-idée, co-développé, co-construit la solution technopédagogique. On a eu une rencontre récemment, puis on va en avoir une dernière en janvier avec le comité dans le cadre de la subvention inventée. Et ce qu'on a prévu, c'est de faire vraiment un pilote pour recueillir de manière très limité, je dirais, là, un petit peu les impressions des participants qui vont utiliser la plateforme, mais aussi des professionnels qui vont l'utiliser. Ceci étant, dans le cadre du 8 mois, 10 000 de la subvention d'inventer, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin au niveau de la mesure des impacts, mais c'est quelque chose qu'on veut absolument développer dans le prochain projet qui va suivre. Et là, à ce niveau-là, ça va vraiment être de voir à quel point on réussit à rejoindre, à répondre à des besoins, à éventuellement pouvoir établir la cohésion et le lien avec les différents services qui sont offerts dans le continuum de cancer actuellement. Donc, je pense que ça va être vraiment de voir comment on va pouvoir établir les mesures d'implantation, mais les mesures d'effet puis des impacts de l'intervention puis de la communauté virtuelle qui va avoir été développée. Mais ça, c'est vraiment l'étape suivante. Malheureusement, dans le contexte du projet actuellement, on ne peut pas faire beaucoup plus, mais c'est très certainement l'objectif qui va suivre là, dans le cadre de la prochaine subvention. Il y a Anne Évangéline qui a un commentaire ou une question, mais je me permets de mentionner, faire la publicité pour nos événements scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un apprivoiser les méthodes, mais on a aussi des protocoles en émergence, donc des gens qui sont en train de développer des protocoles. Et s'il y a certains d'entre vous qui souhaitez présenter un protocole pour avoir du input et du feedback, c'est une possibilité. Et en lien avec le projet éducatif, je vous informe que le 9 décembre prochain, c'est William Beaubien-Souligné de notre centre de recherche qui va présenter un projet qui s'appelle une enquête longitudinale sur l'impact d'un programme d'enseignement à l'échographie au chevet. Donc, il y aura peut-être des enjeux qui seront semblables et je vous invite à participer en grand nombre. Rachel Bouchard pourra vous envoyer le lien Zoom si vous le souhaitez. Alors, Anne-Évangéline? Merci. Je suis de la communauté soignante et donc reliée aussi à l'Université de Montréal. Merci, Jonathan et Isabelle. Je voulais juste donner un commentaire parce que par rapport à tout l'organigramme, ce que vous présentez, ce que j'aime, c'est la simplification de votre organigramme et je trouve ça vraiment... Ça me dit, oui, je veux qu'on suive votre modèle parce que le nôtre, il semble des fois un peu complexe. Donc, j'apprécie énormément et même si, comme j'ai dit, j'étais connaissante et pratiquante, ça a été un pur plaisir de vous entendre, de vous écouter. Vous êtes géniaux. Puis merci l'Université de Montréal de nous offrir ça. Merci. 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 On tente de garder ça simple. Évidemment, quand on travaille avec les milieux preneurs, les milieux externes, c'est important aussi de simplifier, puis de synthétiser, puis d'adopter, disons, un langage commun tous ensemble là, pour pouvoir travailler. Donc, c'est ça. Ben, merci. Mais oui, on s'inspire des autres aussi, puis on s'inspire aussi du modèle CHUM. Donc, c'est quand même... Je voulais dire aussi que des fois, on cherche des solutions, mais des fois, les patients ou des fois dans les groupes communautaires, ils ont des solutions, puisqu'ils ont dû s'adapter très rapidement. Hein? Ben, c'est ça, puis c'est exactement, je pense que c'est ça qu'on cherche aussi à mettre en valeur au travers de notre soutien, c'est justement toute cette expérience-là qui existe sur le terrain, qui peut vraiment apporter de belles choses, un bon savoir-faire, savoir-être, ainsi de suite, dans les projets. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de soutenir, justement, ce croisement-là de regards et d'expérience. Je peux juste rapidement ajouter à ça, nous, on a vraiment fait l'expérience, je pense que Chantal et Alexia qui sont présentes peuvent en témoigner, les patients partenaires, puis on a volontairement choisi une diversité de patients partenaires. On avait des gens d'âge très différents, des hommes, des femmes, des contextes familiaux différents, des jeunes mères, des gens à la retraite, et ils nous ont bombardé de suggestions. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'ils se confrontaient
de manière très collégiale et agréable, mais entre eux, en disant « moi, c'est quelque chose qui me rejoint », puis l'autre personne disait « moi, pas du tout ». Fait qu'on s'est dit « ça doit être un volet qui est optionnel, non obligatoire ». Fait que ça nous a vraiment beaucoup permis, je pense, d'explorer la diversité des solutions possibles, puis de s'assurer de rejoindre la diversité des besoins, des contextes, puis des préférences. Et ça a été excessivement... j'ai rarement autant peu parlé dans certaines réunions, j'ai l'impression que j'ai pu le faire dans le cadre de ce projet-là, ce qui est une excellente chose. Je me permets de dire, il y a Mélanie Tremblay qui a mis une question dans le fil de conversation. Mélanie, voulez-vous que je la lise ou vous souhaitez l'articuler vous-même? On va attendre. Bon, mais parce que je pense que c'est une question qui est extrêmement importante et qui est dirigée vers Jonathan. C'est quelle est la différence entre l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire les services offerts par le Centre entrepreneurial de l'Université de Montréal et Inventé? Oui, ben, c'est une bonne question. En fait, puis surtout qu'on nous-mêmes, au travers, par exemple, les recensions qu'on effectue, les veilles qu'on effectue, on remarque que les deux termes, par exemple, si on fait une recherche sur l'innovation sociale qui se fait aux États-Unis, mais on trouve peu de choses, mais si dans les recherches qu'on fait aux États-Unis, on tape entrepreneuriat social, on en trouve beaucoup plus. Donc, les deux termes je pense qu'ils évoluent d'une manière pour l'autre, sont assez similaires aussi. Plus concrètement, nous, à l'Université de Montréal, ce qu'on fait, d'abord, on travaille de pair avec le Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal dans les situations où les innovations sociales qu'on soutient amène au développement d'une entreprise pour justement faciliter l'implantation ou la diffusion de cette innovation-là sur le long terme. Donc, disons qu'on se situe peut-être par rapport au centre d'entrepreneuriat, peut-être plus en amont au niveau du développement de la solution, de l'innovation, par l'identification des enjeux, ainsi de suite. On apporte aussi plus le volet de co-création de cette innovation-là. Mais lorsque ça se prête à l'entrepreneuriat, on fait le lien évidemment avec le centre d'entrepreneuriat, leurs services, pour s'assurer en fait que le projet a le meilleur soutien possible si c'est la direction que les porteurs du projet choisissent. Excellent, merci. Je ne vois plus de questions dans le fil de conversation, bien que je suis certaine qu'on pourrait continuer cette conversation-là pour un très long moment. Je comprends aussi qu'il y a un site web qui est dédié à Inventé. Donc, si les gens veulent avoir davantage de renseignements, ils peuvent aller sur le site d'Inventé à l'Université de Montréal. Il y a des concours régulièrement également pour aller chercher des fonds pour démarrer un projet comme celui-là. Et je vois que Jonathan a mis le lien web dans le fil de conversation. Merci, Jonathan. Et il me reste le grand plaisir de dire merci beaucoup. Merci, merci, merci à Jonathan et à Isabelle de nous avoir introduit d'une part à cette belle infrastructure qui est offerte par l'Université de Montréal et un bel exemple de l'utilisation. Et on a très hâte de voir la suite de la mise en place de cette communauté et d'en connaître les retombées. Alors, merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Tel qu'il était mentionné en début de présentation, c'est que nous avons enregistré cette séance et elle apparaîtra sur la page YouTube du Centre de recherche du CHUM si vous souhaitez l'écouter en différé ou la partager avec des collègues. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci de nous avoir reçus. Merci. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bye-bye.